Ce n'est pas la tendance qui détermine la qualité. Ce n'est pas la nouveauté qui détermine la qualité. C'est la personne qui l'a fait. L'art, ce n'est pas une tendance, ce n'est pas un moyen, c'est une personne. Et c'est les traces que laisse une personne. C'est un envie qu'il a en personne de s'exprimer. Et on ne peut pas exprimer ce qu'on n'a pas. Pour exprimer quelque chose, il faut l'avoir dedans d'abord. Et ça, c'est la vie qui te la donne. C'est un héritage qui te la donne. Mon monde dans la tapisserie est entré comme ça. Et je continue à faire la peinture toujours parce que je me considère peintre aussi. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de spécialité dans l'art. Quand on a envie d'utiliser un objet, un système, on l'utilise parce qu'on a besoin de ça. Des fois, comme mes tableaux, je colle des choses, des objets qui sont de mes enfants ou de moi, parce qu'il a une signification pour moi, parce que j'en ai besoin pour ce que j'essaie de dire. Et je le fais aussi avec les tapisseries. Je mets des sacs, je mets des choses que je crois qui peuvent aider au contenu que je veux donner et qu'esthétiquement, il aide à mon idée. Et ce qui me surprend, c'est qu'il y a des gens qui savent le bois. Que ça que je voulais dire, que ça me paraît des fois très difficile, que les gens puissent deviner ça, qu'il y a des gens qui le voient et qui découvrent ce que je voulais dire. Et ça, je trouve extraordinaire. Alors c'est là que je me rends compte que mon travail, ce n'est pas tout à fait inutile. Qu'il a un pouvoir de communication. Et que j'arrive à faire communiquer, à transmettre des choses que j'ai senties. Des choses que... Et ça, c'est vraiment intéressant. L'artiste est un marqueur de son temps, comme le philosophe, le politique ou le savant. Mieux comprendre l'art, c'est mieux comprendre qui nous sommes. S'il est un art qui témoigne en permanence de son temps, c'est bien la tapisserie contemporaine. Qui n'a pas rêvé de s'inviter chez un artiste pour observer son travail et tenter de percevoir une petite parcelle du mystère de sa création? Chaque génération est traversée par de grands talents qui laisseront une trace à travers leur regard acéré sur le monde contemporain. C'est cette empreinte que nous souhaitons vous montrer, et pour cela nous sommes allés à la rencontre de grands artistes et de grands lissiers créateurs qui ont eu la gentillesse de nous aider à mieux partager leur art. Sachant l'excellence et la grande diversité qui animent les nombreux acteurs contemporains de cette spécialité, et ne pouvant pas montrer tous les arts textiles dérivés de la tapisserie, nous avons choisi un parti pris destiné à mieux faire comprendre les grands courants artistiques existants dans ce domaine. La distinction que nous allons faire entre artiste-interprète et artiste-créateur est une limite artificielle, puisque nombre d'entre eux appartiennent à ces deux catégories et travaillent dans le seul intérêt d'un art qu'ils servent avec talent. Cette distinction nous semble néanmoins nécessaire. Nous sommes donc allés à la rencontre d'une part des artistes lissiers-interprètes qui travaillent en collaboration avec des artistes contemporains, comme cela s'est toujours fait à Aubusson ou au Mobilier National. D'autre part, à la rencontre des lissiers-créateurs œuvrant seuls dans leurs ateliers, en réalisant leurs propres créations comme cela fut longtemps la tradition que certains plasticiens du fil ont fait renaître. Donnons très rapidement la parole aux acteurs de cette création contemporaine, dont il est à remarquer qu'ils sont complètement impliqués dans la recherche, le questionnement, le détournement, l'installation, l'innovation, tout en y rajoutant les valeurs que sont la beauté, le sentiment, l'émotion, le bonheur et la sensualité. Alors, bon voyage dans le merveilleux monde de la tapisserie. La meilleure solution, c'est d'aller trouver un grand maître. Comme j'ai fait, je suis allé auprès de Graff, Roland Graff. Il est un vrai grand maître. Il avait d'abord un œil de vautour, il était capable de voir 3 bobines, sans exagérer, à une dizaine de mètres, en faire le mélange, et c'était exactement la bonne couleur. C'était quelque chose de fou, c'était une virtuosité incroyable. Il me provoquait une jalousie quand je voyais ce qu'il était capable de faire. Alors quand vous arrivez dans cette émulation, vous avez envie d'apprendre, parce que vous avez envie de faire la prouesse que fait l'autre. Alors déjà, ça vous stimule. Quand vous avez appris cette technique sous ces angles-là,
Roland Graff me donnait presque tous les jours une leçon de vie, en parallèle de la leçon technique. Parce que apprendre que la technique, c'est à mon avis apprendre un métier d'une manière stérile, complètement stérile, qui ne donnera rien du tout. On risque de produire quelque chose qui soit du tissu, mais qui ne soit pas de la tapisserie. Il faut qu'une fois que la tapisserie soit au mur, elle provoque soit les larmes, soit le rire, mais il faut que ça provoque quelque chose. Il faut que ça provoque de toute façon une grande émotion. Si ça ne provoque pas d'émotion, alors il aurait peut-être mieux valu de ne pas la tisser. C'est-à-dire que je n'ai même jamais essayé, je n'ai jamais eu envie d'ailleurs de tisser. Je n'en serais pas capable avec mes grosses pattes de devant. Bon, je crois que c'est sans espoir. Le résultat n'aurait pas été, en tout cas, satisfaisant. Chacun son métier. Et alors c'est formidable. Moi je vais vous dire, c'est formidable parce que ça me permet de demander l'impossible. Si j'en savais trop, avec ma propre incapacité, je ne pourrais pas être autant dans l'utopie. Alors ensuite, ça devient une histoire évidemment de copains, parce que je peux demander l'impossible au lycée, et bien souvent ils y accèdent. C'est ce qui est formidable. Mais ça les intéresse d'essayer de rejoindre parfois mes utopies. Par exemple, dans la passion qui est la mienne, qui fait partie de l'art contemporain, enfin pour ce qui concerne ma conviction en tout cas, quand il s'agit du travail de matière, quoi, de la recherche de matériaux nouveaux, de vocations nouvelles pour la tapisserie. Je laisse toujours une part d'invention aux lycées, quels qu'ils soient. Leur créativité est prodigieuse. Ce ne sont jamais des exécutants, ce sont des interprètes. La fonction de l'artiste, c'est bien entendu de créer, comme un compositeur va composer de la musique, et ensuite le luthier va l'interpréter avec son instrument. Donc, il n'appartient pas au créateur de se substituer au luthier. Il y a une part du chemin qui est faite par le luthier, et le résultat d'ailleurs, c'est que bien souvent, le résultat dépasse complètement ce que l'artiste avait imaginé. Il arrive que ce soit en deçà, il arrive que ce soit au-delà. Ça va naître d'un dialogue. Les artistes nous ont beaucoup aidés en ouvrant leur atelier très naturellement. Et c'est en voyant leur peinture chez eux, leur manière de vivre, que l'on peut approfondir leur personnalité, savoir ce qui est important pour eux dans la peinture, ce qui est, et faire ressortir en tapisserie ces côtés-là. Nous existons depuis tant d'années, c'est grâce aux peintres, et à leurs collectionneurs et aux galeristes qui nous ont soutenus. Je crois qu'il n'y a plus du tout d'atelier à Paris. C'est extrêmement difficile pour les artisans de subsister tout simplement. Et c'est vraiment grâce aux peintres qui nous ont compris dès le début, dès le départ, que nous avons pu expérimenter et approfondir surtout notre travail et tisser toutes ces tapisseries. Beaucoup de lycéens qu'on a rencontrés qui disaient, qui parlaient toujours de l'antagonisme entre le lycée qui est un peu frustré et l'artiste qui est au premier plan en quelque sorte. Et nous, on n'a jamais ressenti ça. Frédéric, évidemment, a conçu son œuvre, et si elle avait plus de temps et plus de possibilités, elle aura fait beaucoup plus de tapisserie personnelle, c'est évident. Mais en même temps, on a eu toujours des rapports formidables avec des artistes qui nous ont beaucoup aidés de tout point de vue, et c'est un plaisir pour nous de travailler avec des artistes. Donc c'est pas du tout une frustration. La recherche, c'est une rectification permanente. Si on cherche à l'intérieur, non pas de la terre, mais c'est une métaphore de soi-même. La vérité n'est pas rectification. Parfois, on en trouve un petit morceau, quoi. Jamais on la trouve complètement. Mais c'est important de s'en occuper. Nos limites, je crois que nos limites, celles autour desquelles les uns et les autres on gratte comme on peut, c'est de vouloir mettre en parole du réel, parce que le réel, on ne peut pas le parler, on ne peut que le dire.
terrible. Je ne peux pas dire la chaise, je peux dire le mot. Et donc, jamais le mot ne va coïncider avec la matérialité de l'objet. Mais sans arrêt, on tourne autour de ça. Bon, on s'en occupe. On fait chacun fait son devoir d'homme comme il peut. L'Immobilier national est une institution ancienne qui plonge ses racines loin dans l'histoire de France. Et nous sommes à la fois un lieu de création et un lieu de conservation. Création dans les manufactures, puisque nous travaillons avec des artistes vivants, donc ça fait maintenant 3 siècles, 4, que nous travaillons à chaque génération avec les artistes de l'époque. Donc il y a un vrai foyer de création dans ce site des manufactures. Une tradition vivante qui se perpétue, des métiers qui ne se sont jamais perdus et qui, par contre, représentent un potentiel d'adaptation tel que malgré tous les renouveaux de l'histoire de l'art en 300 ans, en fait, on peut aussi bien faire des tapisseries abstraites, des tapisseries figuratives, des tapisseries de style ancien. La tapisserie est un art dont le potentiel d'expression est extrêmement grand et permet de traiter finalement tous les sujets et tous les styles. Et donc, je dirais que c'est un renouveau perpétuel que cette tradition vivante des lycées des manufactures. Et on a toujours été dans ces ateliers à même de chercher les meilleures réponses pour l'art contemporain avec les artistes. Je crois qu'il y a certains artistes qui le démontrent d'ailleurs à travers la présentation de leurs projets quand ils sont acceptés, qu'eux-mêmes sont un peu surpris par les réponses qu'on peut donner et agréablement surpris. Et je crois qu'il me touche à cœur, c'est qu'on perçoive cette chose-là, que la tapisserie est vraiment pas quelque chose de décalé, uniquement une simple transmission d'un savoir-faire, mais on est aussi atelier de création et donc il s'inscrit pleinement dans le mouvement de l'art contemporain. Quelques années, là, le ministère de la Culture m'a demandé de présenter une maquette parce qu'on voulait tisser une œuvre de moi. Donc je suis arrivé avec plusieurs maquettes. J'en ai présenté toute une série. M. Schotter m'a fait comprendre que ça n'allait pas très bien. Et alors sur le moment, je ne comprenais pas pourquoi, puis je pense qu'il a eu tout à fait raison. Et ensuite, j'en ai présenté une que j'aurais préféré peut-être voir tissée à la place de celle qui est tissée actuellement, mais c'était moins monumental, plus pictural finalement. Et donc j'ai fait une maquette d'après des choses que je ne fais plus, et que j'ai retravaillé sur un thème de l'intérieur de ma maison, que j'ai appelé le Grand Silence. Je n'avais pas un tableau qui portait ce nom, mais je l'ai bien sûr transposé. Et ce qui me fait plaisir, c'est que je crois que la tapisserie sera beaucoup plus belle que la maquette. Je me suis demandé si on arriverait à réaliser ce que j'étais en train de faire. Et puis comme j'ai été très bien accueilli ici, que j'ai rencontré des gens qui sont des êtres, j'allais dire, qui m'ont complètement rempli d'admiration parce qu'ils savent, j'allais dire, transvaser une œuvre peinte dans une œuvre tissée. Et donc, tout ce qui me paraissait insurmontable est devenu finalement relativement facile, puisque j'ai été aidé par une extraordinaire capacité de lecture, d'interprétation et presque d'imagination de la part des lycéens. Parce que ce qui me frappe, c'est leur imagination. C'est comment, à partir d'une gouache ou d'un dessin qui est d'ailleurs un peu fatigué, en fait, qui est pas. J'aurais aimé pouvoir faire une maquette très propre, enfin une maquette bien rendue, si vous voulez, définitive. Et puis ce que j'ai remis au lycéen et tout ça, une espèce de grand pas de brouillon, enfin quelque chose qui est la conséquence d'un long travail et d'un travail un peu chaotique. Et cette chose qui me paraissait confuse m'apparaît au contraire comme une chose très claire et très lisible. Et c'est pour ça que je suis rempli d'émerveillement. Est-ce que ça correspond aux couleurs que vous aviez souhaitées? Oh, c'est bien plus beau. Il faut dire, je n'ai pas épargné les lycées. Hein. Non, j'ai fait une peinture, sans me soucier de la réalisation. Et c'est cet écart entre la tapisserie et la peinture qui m'intéressait vraiment. De cette difficulté naît quelque chose.
je ne saurais pas dire quoi, mais il naît quelque chose qui n'est plus la peinture, qui est bien sûr la tapisserie lorsqu'elle est portée à son zénith, comme c'est le cas dans l'atelier dans lequel nous sommes. Je le vois déjà, hein, même dans les quelques centimètres carrés là, que je vois apparaître, je vois bien cet écart qui se fait. Enfin, si j'avais un conseil, j'ai aucun conseil à donner, bien sûr, au lycée, mais ils peuvent y aller, quoi. Ils peuvent prendre même des libertés vis-à-vis du carton. L'infidélité me plaît plus que la réalisation très, très rigoureuse, très précise. Quand même, je le répète, ça, trahissez-moi. Une image comme ça, et ça c'est peut-être l'avantage de la figuration, on revient un peu en arrière, c'est que on peut se livrer à d'énormes changements, pourvu que le dessin soit gardé, en fait, ça peut résister à presque tout. La preuve, le calque, c'est tout autre chose, c'est une espèce de gisement de houille, ce calque. Et je ne devrais pas vous le dire, mais en ce moment, peut-être parce que c'est tout à fait nouveau pour moi, je le préfère presque au sujet que je vous ai proposé. Oui, je crois que dans ces images figuratives qui se dégradent, donc ces ruines d'images, je crois qu'il reste un noyau dur, et c'est ça qui importe. Et ça, on pourrait attaquer une image à la cire, on pourrait perforer une image par endroit, on pourrait la déchirer dans certaines zones, il resterait ça. Et ça serait mon art, ce noyau dur, je ne serais pas défini, tout à fait. Par exemple, interpréter une tache de couleur, notamment pour les ors, interpréter une tache de couleur or avec la qualité d'un fil de soie, d'une part la teinture, mais aussi pas seulement la teinture, la nature même du fil, sa finesse, son croisement avec d'autres fils. Chaque détail tissé peut ouvrir une proposition plutôt qu'une autre qui va être plus cohérente ou moins cohérente par rapport à ma proposition. Même si on est intéressé par la beauté dans l'art qui est extrêmement relative, hein, chacun interprète ce terme d'une façon bien difficile à préciser, la séduction peut être un danger en art parfois, quand la technique peut-être prend le pas sur le contenu, sur la pensée, sur l'intention. Mais ce qui est tout à fait intéressant dans cette technique de tapisserie, c'est qu'elle peut vous pousser à l'extrême d'une certaine exubérance du beau, d'une certaine luxuriance de la matière. Et elle est en même temps un danger, parce que trop de beauté peut nuire à l'intention de l'œuvre. Donc entre le très pauvre et le trop riche, il y a une certaine manière d'appréhender l'espace, et l'espace pas seulement dans l'idée d'un volume, mais l'espace dans la matière même, dans la subtilité du tissage des fils pour la tapisserie ou du tissage des couches de peinture pour la peinture. Et cette subtilité-là est à prendre en compte avec le médium même de la tapisserie, avec cette réalité de ce qui peut vous pousser à un excès de beauté. Ça peut paraître paradoxal de le dire de cette façon. Mais en même temps, ce rapport à la beauté, moi je le trouve très excitant. La beauté dans le sens d'un certain luxe, mais un luxe, pas un luxe sur un mode parvenu, un luxe sur l'exaltation d'une lumière, d'une couleur, d'une technique. Eh bien, l'idée que cette forme de luxe puisse perdurer, je trouve ça très intéressant, parce qu'aujourd'hui, heureusement, on n'est plus à l'époque des rois, etc. Aujourd'hui, c'est le plus grand nombre qui, en fait, doit en profiter. Car dans les musées, dans le patrimoine, s'adresse aujourd'hui au plus grand nombre. Et ça, c'est une chose qu'on oublie de dire, parce qu'on croit toujours que ça reste le privilège de certains. Et heureusement, ce qui, sous cet angle-là, appartient à l'État, appartient à l'ensemble d'une population. Et ça, je trouve que c'est intéressant à prendre en compte. N'y a-t-il pas un effet, on va dire, une petite part de hasard dans la construction de la tapisserie qui fait que vous-même devez vous surprendre par moments à la tombée de la tapisserie? Oh, le hasard, on essaye de le bannir au
on va dire à 95%. Malheureusement, il restera toujours, ou heureusement, je ne sais pas quelle expression je peux utiliser, il reste toujours ces 5 petits pourcents. On a beau essayer de mettre au point toutes les techniques développées au maximum ou de ne rien laisser au hasard, justement, il y a toujours une part de hasard, il y a toujours une réaction du matériau avec la chaîne et la trame, il y a toujours la couleur qui va vivre autrement. Une couleur peinte ou une couleur laine n'a pas du tout la même résonance dans l'espace. Donc je crois que ces 5 petits pourcents de laisser comme ça, c'est à mon avis la chose la plus fabuleuse qui nous surprendra tout le temps. Et on essaye de faire en sorte que ça nous surprenne dans le bon sens. On peut appeler ça le hasard, mais il y a une part d'inconscient, comme dans tout accident. L'accident en peinture et dans tous les domaines de l'art, c'est intéressant parce que c'est la seule trace de vie dont on est assuré. Quand une œuvre